Il affirme qu'il appartient à un certain Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Ce nom, tu vois, il semble vraiment ressurgir d'outre-tombe. Le conseil m'a donné la permission de te former. Tu deviendras un Jedi, je te le promets. Tu es fort et sage, Anakin, et je suis extrêmement fier de toi. Tu étais l'élu, c'était toi! Nous étions comme des frères! Je t'aimais, Anakin! Dis-le-moi. Je dois savoir, s'agit-il de l'élu? Oui, c'est lui. Fiez-vous à la force. Ne revenez pas au temple. Cette époque est révolue. Et notre avenir est très incertain. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. J'adore Star Wars. Lorsque Disney a annoncé une série entièrement dédiée à Kenobi, j'étais aux anges. Obi-Wan, c'est bien plus que ce qu'on en voit dans les films. Au fil des années, c'est devenu un personnage riche et complexe qui a été développé maintes et maintes fois. Vous pensez avoir tout vu? Accrochez-vous, on vous emmène aux confins de la galaxie pour découvrir les plus grands secrets d'un des piliers de l'univers de Star Wars. Obi-Wan a quitté l'ordre des Jedi. On ne sait pas grand-chose sur la jeunesse d'Obi-Wan. Aucun film, aucune série ne raconte encore cette période de sa vie. On doit donc se contenter de ce qu'on trouve dans les romans et les bandes dessinées. Obi-Wan vient de la planète Stew-Jon, un nom inventé sur le tas lorsque Jon Stewart a posé la question à George Lucas. Ça commence bien. Très jeune, il montre des affinités avec la Force. Il était doué, mais trop sûr de lui. C'était un enfant turbulent et persuadé d'être le meilleur. Une fois, il s'est carrément échappé du temple pour suivre une amie à lui et a fini par presque se faire capturer par des chasseurs de primes. Il rêvait même d'être pilote, ce qui est ironique quand on voit à quel point il déteste ça dans la prélogie. C'est d'ailleurs à cause de ce comportement qu'il a failli ne jamais être un Jedi. À 12 ans, la limite pour devenir un apprenti, il n'avait toujours pas été sélectionné par un maître. Même Qui-Gon le trouvait trop dangereux, refusant de l'avoir comme élève. Il finit heureusement par changer d'avis, permettant à Obi-Wan de devenir le Jedi qu'on connaît tous aujourd'hui. On est alors 20 ans avant le début de la guerre des clones. Sa première grosse mission consiste à protéger la duchesse Satine, une dirigeante pacifiste voulant mettre un terme à la guerre civile qui déchire sa planète, Mandalore. Les deux se rapprochent jusqu'à secrètement développer des sentiments l'un pour l'autre, sans jamais se l'avouer. C'est tout le problème. En tant que Jedi, il n'a pas le droit de s'attacher, et Satine, elle, a de grandes responsabilités qui l'attendent. La mission touche à sa fin, et Obi-Wan doit repartir, le cœur plein de doutes et de regrets. Alors je tiens juste à dire que ça serait une série incroyable. Obi-Wan jeune, une romance impossible, des Mandaloriens par paquet de 50, enfin Disney s'il vous plaît, faites ça! On revoit Satine des années plus tard dans la série Clone Wars. Elle gouverne maintenant tout Mandalore et elle est à la tête des systèmes neutres, ceux qui ne veulent pas rentrer en guerre. Obi-Wan et elle ont une relation très spéciale et tout le monde voit qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. Satine va même finir par lui avouer son amour. Kenobi admet que si elle lui avait dit plus tôt, alors pour elle, il aurait quitté l'ordre des Jedi. C'est pas le seul coup de foudre d'Obi-Wan. Plus jeune, il est tombé amoureux d'une autre padawan du nom de Siri Tashi. Cependant, sur les conseils de Qui-Gon et Yoda, ils décidèrent de rester simplement amis. Putain, Yoda, laisse-nous avoir de la romance là! Plus tard, pendant la guerre des clones, Siri finit par mourir des mains d'un chasseur de primes. Elle rend son dernier souffle dans les bras d'Obi-Wan qui, plein de rage, passera presque du côté obscur en voulant la venger. À la dernière minute, il se ravise, on n'est pas passé loin. On comprend mieux pourquoi, dans l'attaque des clones, il met en garde Anakin sur ses sentiments pour Padmé. Il sait de quoi il parle. Mais tout de même, c'est pas ce qui l'a empêché de quitter l'ordre pour de vrai. Mêlé à une guerre civile, il prend parti pour l'un des camps, brisant son devoir de neutralité et désobéit au conseil qui lui ordonnait de rentrer. C'est très grave, et ça vaudra son exclusion de l'ordre des Jedi. Toutefois, Obi-Wan finit par sentir que sa place est avec son maître. Après avoir mis fin à la guerre, il revient sur Coruscant avec Qui-Gon et réintègre les rangs après avoir reçu le pardon de Maître Yoda. Ce qui est intéressant, c'est à quel point Obi-Wan jeune est similaire à Anakin, un jeune turbulent mais avec un grand sens du devoir et de la loyauté. Ça explique son amour pour lui et à quel point il est déterminé à tenir la promesse qu'il a faite à Qui-Gon, de l'entraîner quoi qu'il en coûte. Qui sont les plus grands rivaux de Kenobi ? À la fin de Star Wars 1, Obi-Wan est devenu un vrai maître Jedi. D'un coup de sabre laser, il tranche Darth Maul en deux, vengeant ainsi la mort de son maître. Malheureusement, la guerre contre les Sith va finir par éclater, et à la fin du 2, comme beaucoup de ses confrères, il n'est plus seulement un Jedi. Il devient un général de la grande armée de la République, à la tête de milliers de clones. Et paradoxalement, la guerre, c'est un des points forts d'Obi-Wan. Il mène des troupes au front, accomplit des missions périlleuses et déjoue les complots du comte Dooku. Sans aucun doute, c'est un des meilleurs Jedi de sa génération.
génération. Parmi ses aventures les plus incroyables, on peut mentionner la fois où il infiltre la prison la mieux gardée de la galaxie, l'épisode où Anakin et lui vont carrément s'allier temporairement avec Dooku après avoir été capturé par des pirates, ou lorsqu'il doit carrément simuler sa propre mort et prendre l'identité d'un chasseur de primes pour arrêter un complot contre le chancelier Palpatine. Il se débrouille également très bien en diplomatie, on l'appelle le négociateur. Il parle plus de 5 langues et n'hésite pas à venir en aide aux populations locales. Tout le monde le respecte, allié comme ennemi. Dans le film, il prend même le thé avec un général adverse. En tant que Jedi, on le voit surtout utiliser la force pour bouger des objets et manipuler l'esprit des gens. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il s'en sert aussi pour créer un lien avec des animaux, notamment pour dompter une Raymanta volante lors de la bataille de Kamino. Pendant la guerre des clones, l'un de ses plus grands rivaux, c'est Grievous, le plus grand général de l'armée droïde. Dans les films, c'est juste un méchant secondaire qui meurt rapidement, mais dans Clone Wars, on le redécouvre complètement. Un cyborg tyrannique qui passe son temps à chasser les Jedi pour qui il voue une haine sans nom. Avec son masque terrifiant et ses 4 sabres laser, on a rarement vu un méchant aussi stylé. Kenobi et lui vont s'affronter pas mal de fois. D'ailleurs, c'est amusant, lors de leur première rencontre, Grievous le prend en embuscade avant de le saluer avec un... C'est en fait un clin d'œil à ce que Obi-Wan lui dit lors de leur tout dernier combat dans Star Wars 3. Et c'est pas mal, ça rajoute de la profondeur à leur relation. Maintenant que c'est lui qui l'a pris par surprise, c'est une manière de dire « Alors, c'est qui le patron maintenant ?» Mais c'est loin d'être le seul grand rival de Kenobi. Pendant la guerre, on voit le retour de Darth Maul. Alors oui, il était censé être mort, mais en fait il a survécu pendant des années sur une planète recouverte d'ordures, posez pas de questions. C'est Star Wars, on connaît, voilà. Il revient finalement parmi les vivants avec un seul but, se venger d'Obi-Wan. Maul n'aura cependant jamais sa revanche. À la fin de Clone Wars, il est capturé, mais profite de la panique causée par l'Ordre 66 pour s'enfuir. Il ne retrouvera Kenobi que bien plus tard dans la série Star Wars Rebels. Les deux s'affrontent une dernière fois et finalement Maul meurt pour de bon. Le dernier Jedi. La fin de la guerre laisse Obi-Wan brisé et tout seul. Darth Sidious a pris le contrôle de la galaxie, les Jedi sont décimés et celui qu'il avait promis de former est passé du côté obscur de la Force. Mais tout n'est pas perdu, derrière lui Anakin a laissé ses 2 enfants, Leia et Luke, un nouvel espoir. Kenobi envoie un message à tous les Jedi encore vivants, leur disant de rester cachés et de ne pas retourner au temple. Il part ensuite cacher le garçon chez son oncle Owen, sur Tatooine, loin des Sith et loin de tout. Owen accepte mais ne veut pas qu'Obi-Wan ait le moindre contact avec eux. Dans ses yeux, c'est à cause de lui si Anakin est mort. Il accepte et s'installe dans une vieille maison non loin pour veiller sur lui. Il n'est plus que Ben Kenobi, un vieil ermite sans histoire. De temps en temps, il vient à la rescousse de Luke et de sa famille, que ça soit en chassant des bandits ou en empêchant le garçon de tomber dans des guet-apens. Obi-Wan devient un vrai protecteur de l'ombre. Lorsque Luke est encore jeune ado, il se perd dans une tempête de sable avant de se faire attaquer par un gros dragon. Au même moment, Obi-Wan surgit alors de nulle part et lui sauve la vie. C'est la première fois que Luke rencontre Kenobi, ça explique pourquoi il le connaissait déjà au début de Star Wars 4. Mais c'est pas la seule chose qu'il fait dans le désert. À côté de tout ça, Obi-Wan se rend régulièrement sur la tombe de la mère d'Anakin. Devant elle, il se confie et s'excuse d'avoir laissé son fils devenir le monstre qu'il est aujourd'hui. Le reste du temps, il survit en vendant ce qu'il trouve sur les marchés de Mos Eisley ou en offrant ses services comme garde du corps pour les Jawa. Tout ce qu'il fait, il le note dans un journal qu'il transmettra à Luke des années plus tard. Mais surtout, pendant son isolement, Obi-Wan s'entraîne. À la fin de Star Wars 3, Yoda lui explique que son ancien maître, Qui-Gon, a trouvé une manière de devenir immortel, de préserver sa conscience à travers la Force. Aidé par le fantôme de son ancien maître, Obi-Wan va constamment méditer et entraîner son esprit pour pouvoir lui aussi déjouer la mort. C'est pour ça que, lorsqu'il affronte Dark Vador dans l'épisode 4, il n'a pas peur. Lorsque Vador abat son sabre sur Obi-Wan, celui-ci disparaît. Son corps n'est plus là, mais sa conscience reste présente dans la Force pour aider Luke jusqu'à la fin, au triomphe de la rébellion. Les secrets de la série. Pour l'instant, on a vu que les premiers épisodes de la série, mais avec les trailers et tout le reste, on a déjà une bonne idée de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Déjà, ça se passe 10 ans après la fin de Star Wars 3, soit 9 ans avant le début de Star Wars 4 et juste 1 an après le film Solo. Obi-Wan a 48 ans et à force de vivre seul sur une planète aride et hostile, il a pris un petit coup de vieux. Tous les jours, il voit les injustices de Mos Eisley sans pouvoir intervenir, de peur de se faire reconnaître. S'il se cache, c'est à cause d'eux, les Inquisiteurs. D'anciens Jedi passés du côté
obscur en même temps que Vador. Ils chassent maintenant leurs anciens confrères qui ont survécu à l'Ordre 66. Celui avec des marques sur sa tête, c'est le Grand Inquisiteur. On le voit notamment dans Star Wars Rebels lorsqu'il traque et affronte les héros. Ça reste un méchant assez secondaire, ça va être l'occasion d'en apprendre plus sur lui. La grande tour qui leur sert de QG, on l'a déjà vu dans le jeu Star Wars Fallen Order. C'est la forteresse de l'Inquisitorius sur la lune aquatique de Noor. De là, les Inquisiteurs préparent leur mission et entreposent les trophées des Jedi qu'ils ont torturés et abattus. Mais malheureusement, il n'y a pas que les Sith dont il faut s'inquiéter. Par exemple, dans le livre de Boba Fett, on voit un gros Wookiee tout noir. Eh bien, dans les comics, c'est justement celui-là qui part tuer Owen sur les ordres de Jabba avant d'être arrêté par Kenobi. À mon avis, c'est un peu trop gros pour être un simple clin d'œil. Finalement, peu importe ce qui se passe, on sait que les Inquisiteurs vont échouer dans leur mission. Dans Star Wars Rebels, qui se déroule quelques années plus tard, on apprend d'une conversation entre Sidious et Vador que les Sith n'ont toujours aucune idée de où se trouve Kenobi. Quoi qu'il se passe, Obi-Wan a réussi sa mission. Il est resté caché et il a protégé Luke jusqu'au bout. Le Jedi idéal. Si tu te définis uniquement par ton pouvoir d'ôter la vie, par ton désir de domination et de possession, alors en réalité tu n'as rien. Même des décennies plus tard, après la chute de l'Empire, de la Nouvelle République et du Premier Ordre, le nom d'Obi-Wan Kenobi résonne encore à travers la galaxie. En son hommage, Leia et Han ont appelé leur enfant Ben, tandis que pour récompenser les actes de bravoure extrême, l'Alliance rebelle décerne à certains de ses membres la médaille Kenobi. De bien des manières, il représentait mieux que quiconque les enseignements et la philosophie de son ordre. Ce qu'on voit avec lui, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, le Jedi parfait n'est pas sans émotion. Au contraire, Obi-Wan a connu la peur, la colère, l'amour, l'attachement, la haine. Il ne rejette pas ses sentiments. Il a appris à les accepter sans pour autant les laisser prendre le dessus. Même après sa mort, il continue d'épauler Luke, il l'aide et l'empêche de faire les mêmes erreurs que lui. Cette détermination, cette volonté de faire ce qui est juste jusqu'à la fin, c'est ça, sa force. Merci de nous avoir écoutés, encore merci pour les 100 000 abonnés et à la prochaine.